J'ai proposé de parler de l'attention parce que je crois que parmi les nombreux problèmes que traverse notre époque, l'attention, et je dirais surtout la perte de l'attention, est un de ces problèmes, et pas un problème parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres problèmes, on dit épuisement des ressources pétrolières, difficultés technologiques comme dans le golfe du Mexique en ce moment, crise économique, chômage. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette liste qui ne cesse de s'allonger de difficultés de notre époque, mais je crois que parmi ces difficultés, l'attention est un problème qui n'est pas un problème comme les autres. Je pense que c'est un problème qui est une cause de beaucoup d'autres problèmes, de certains de ces problèmes-là. Selon un économiste américain qui est devenu très célèbre, qui est aussi d'ailleurs un consultant, il était le conseiller de Romano Prodi, il est conseiller de toutes sortes de gens, il s'appelle Jeremy Rifkin, il dit que la valeur la plus recherchée, la plus rare aujourd'hui, c'est l'attention. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs de me donner votre attention. Je suis riche ce soir. C'est la plus recherchée, la plus rare, la plus précieuse en soi, dit Rifkin, parce que c'est la condition de l'accès au marché. Ah, on retombe tout à coup sur le plancher des vaches, ou plutôt des supermarchés. Nous vivons dans une époque, une économie qui est une économie consumériste, qui repose sur ce qu'un autre économiste du début du XXe siècle, Joseph Schumpeter, avait appelé l'économie de l'innovation. Et cette économie qui ne cesse de se renouveler par une innovation constante nécessite de nous, entre guillemets, vendre cette innovation, de nous convaincre de l'adopter. Et pour cela, elle doit capter notre attention sur un marché qui est le premier marché en question, étant le marché publicitaire, mais aussi le marché des médias de masse en général. C'est donc la plus précieuse aujourd'hui du point de vue économique, si vous n'êtes pas capable de capter l'attention, vous lancez un nouveau produit, l'iPad par exemple, je ne sais pas quoi, vous ne le vendrez jamais. Il y a vous savez peut-être qu'il y a de très très bons produits qui n'ont jamais été vendus. Par exemple, vous ne savez peut-être pas que le clavier AZERTY, le clavier avec lequel maintenant tout le monde tape, parce que maintenant tout le monde sait taper sur un clavier, ou presque, eh bien c'est une catastrophe ergonomique, le clavier AZERTY. C'est un très très mauvais clavier. Il y a un autre clavier qui a été inventé il y a de très nombreuses années, bien meilleur. Mais il n'a pas réussi à s'installer sur le marché. Ce qui est sur le marché n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce qui est sur le marché, c'est ce qu'il y a de mieux vendu par une science qui s'appelle le marketing. Et la science du marketing se vend au plus offrant, c'est-à-dire ceux qui la payent le plus cher, etc. Cela dit, l'attention est aussi non seulement la valeur la plus précieuse, mais la valeur la plus rare, parce que c'est la plus convoitée. Quand je parle de l'attention, je parle de notre attention, notre capacité à être attentif. Et nous ne vivons que 24 heures par jour, les journées ne durent que 24 heures, nous avons un temps incompressible de sommeil, un temps incompressible de tâches diverses et variées, ce qui fait que on ne peut pas aller au-delà de déjà 10h30 par jour de captation de l'attention des étudiants et des adolescents américains, figurez-vous. C'est le chiffre qui est paru le 15 janvier dernier, étudié par la Kaiser Family Foundation. Pendant 10h30 par jour, les adolescents et les jeunes gens américains sont scotchés sur les écrans. C'est beaucoup, 10h30 par jour. Jour d'école compris, bien entendu. Alors, si vous admettez, par exemple, qu'ils ont 6 heures d'école par jour, qu'ils doivent dormir un peu, faites le calcul. Ajoutez déjà 10h30 par jour, plus 6 heures, ça fait 16h30. Il y a déjà plus que 5h30 pour dormir. Non, j'exagère. 8h30 pour dormir. Enfin, il faut manger, etc. En fait, l'attention est la marchandise, si je puis dire. C'est une marchandise. La valeur, disons, la plus rare, parce qu'elle est très convoitée, parce qu'elle est très sollicitée, parce qu'elle est très canalisée. Et il y a une concurrence farouche maintenant entre les canaux de canalisation de cette attention, et puis ils se multiplient ces canaux. Maintenant, il y a Facebook, il y a tout ça. Mais c'est aussi parce qu'elle est détruite par sa captation. Les techniques qui sont mises en œuvre pour la capter
par exemple, qui consiste à accélérer les vitesses de montage. C'est pas Patrick qui va me contredire. On accélère, on fait des plans de plus en plus serrés à la télévision, par exemple, pour matraquer et faire du speed, du montage speed. Ce qui fait qu'on ne suit plus rien, on est emporté par le flot des images, etc. Mais ça détruit l'attention. Je vous dirai tout à l'heure, avec des références scientifiques précises, pourquoi ça détruit l'attention. Enfin, j'essaierai de vous le dire en quelques mots. Cette canalisation de l'attention, un grand industriel de l'information, des médias français, lui a donné un nom. Moi, j'appelle ça le TDCD. Il est devenu extrêmement célèbre et puis il a été mis à la porte de la direction de TF1. Il s'appelle, j'arrive plus à retrouver son nom, Patrick Lelay. Quelqu'un m'a dit ça, Patrick le pas beau. Temps de cerveau disponible, le TDCD. Voilà. Vous avez tous entendu dire ça, que M. Lelay un jour a cassé le morceau en disant nous on vend du temps de cerveau disponible. On vous vend, autrement dit, comme des bestiaux ou des esclaves sur le marché des audiences. Vous croyez que vous achetez à la télévision des programmes, mais en réalité c'est vous qui vendez votre attention avec ces programmes à ceux qui les annoncent. Et ça, pour des raisons que je vais essayer d'expliquer, ça a un certain nombre d'effets qui font que progressivement cette attention tombe. Et comme elle tombe, et que ça devient de plus en plus difficile de la retenir, il faut mettre un peu de sang, un peu de violence, un peu de fesses, et puis beaucoup de sang, beaucoup de violence, beaucoup de pornographie. Et la pornographie n'étant pas forcément de montrer les fesses d'une dame ou d'un monsieur. C'est un certain type d'attitude pornographique, y compris d'humilier les autres dans des émissions absolument abominables, dont tout le monde, quand j'en parle, me dit « mais moi j'ai jamais regardé », c'est pas grave, oui, peut-être que vous n'avez peut-être jamais regardé, vous, mais c'est ce que regarde la très grande majorité de la population. La très grande majorité de la population. Et peut-être que les programmes que vous regardez et que ces gens, la majorité ne regardent pas, ne servent que d'alibi pour justifier l'existence de ces programmes-là. Il faut que vous sachiez quand même, vous le savez peut-être, qu'en 2004, Télérama, qui fait une enquête tous les ans sur l'attitude des Français par rapport aux médias audiovisuels, a révélé, j'ai commenté cette enquête que j'ai lue, j'ai essayé d'approfondir, que 56% des Français, en 2004, il y a 6 ans, déclaraient dans une enquête qu'ils n'aimaient pas la télé qu'ils regardent. Pas simplement la télé que regardent leurs voisins, mais celle qu'eux regardent. C'est beaucoup. Évidemment, on peut se demander, mais alors pourquoi la regardent-ils s'ils n'aiment pas ça? Eh bien, moi je dis souvent, demandez à un toxicomane qui cherche à décrocher de l'héroïne parce que, voilà, et un jour il a eu le malheur de céder à une proposition malhonnête qui essayait de lui dealer cette molécule atroce qu'est l'héroïne. Et s'il y a touché une fois, en général, c'est fini. Encore pire si c'est du crack. Et le crack, vous en trouvez dans les rues n'importe où maintenant. Le crack, c'est absolument terrifiant. Eh bien, il y a des gens qui prennent ça, qui commencent, qui sont intoxiqués. Au début, ils prennent comme ils disent, des flashs, c'est-à-dire des planètes. Mais au bout d'un certain temps, ça se dégrade. Et puis à la fin, c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'ils ne peuvent absolument plus se passer de cette drogue. S'ils n'ont plus cette drogue, ils ne peuvent plus s'en passer parce que cette drogue interrompt la production de neurotransmetteurs dans le cerveau qui permet de supporter, par exemple, là on est à l'ombre, si vous sortez là, en plein soleil, ça va vous éblouir. Ça va vous faire très très mal aux yeux. Mais votre cerveau va envoyer des endorphines qui vont calmer votre douleur immédiatement. Ou bien si vous vous coupez, par exemple, avec un couteau mal affûté, qui va vous faire encore plus mal puisqu'il est mal affûté, vous allez avoir très mal, mais en fait la douleur, vous n'allez pas vraiment la sentir, parce que c'est pareil, votre cerveau va envoyer des choses pour calmer la douleur. Ou si votre enfant se casse la figure et se fait très mal, il va tomber dans les pommes, enfin il va s'endormir pour ne pas sentir la douleur. Parce qu'on va lui envoyer, son cerveau va lui envoyer des somnifères pour le faire dormir, pour qu'il ne soit pas traumatisé par la douleur. En fait, notre cerveau ne cesse de produire des endorphines de ce type-là en permanence. Un héroïnomane n'en produit plus. Parce que l'héroïne s'est substituée, elle a court-circuité les circuits de neurotransmetteurs du cerveau. Et donc, quand il n'a plus d'héroïne, il ne peut plus vivre. C'est un enfer pour lui.
Et c'est pour ça qu'un écrivain américain très connu, qui s'appelle William Burroughs, a écrit dans un livre très connu aussi, qui s'appelle Le Festin nu, « Ne touchez jamais à l'héroïne. Moi, j'aurais tué ma mère pour avoir une dose d'héroïne. » Il dit ça. Parce que l'héroïne détruit absolument tout. Eh bien, j'ai soutenu, en 2004, et je suis allé voir le directeur de l'hôpital Marmottan, qui est l'hôpital spécialisé dans la désintoxication de l'héroïne aujourd'hui, que d'ailleurs Ars Industrialis va recevoir à Paris le 19 juin. Quand je dis Ars Industrialis, je suis ici en tant qu'aussi président d'Ars Industrialis, qui est une association qui travaille beaucoup sur ces questions. Nous sommes allés voir le directeur de l'hôpital Marmottan avec une question en 2005. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a affaire à un phénomène d'addiction dans un cas comme ça? Et la réponse a été positive. C'est tout à fait. Quand les gens disent « je n'aime pas, mais je prends quand même parce que je ne peux pas m'en passer », c'est une situation d'addiction, d'intoxication. Et parce que des circuits ont été détruits, des circuits qui sont par exemple le circuit de la parole familiale. Sachez qu'en 15 ans, le temps de discussion intrafamiliale aux États-Unis est passé par semaine, en moyenne, à 35 minutes par semaine. Donc c'est une perte de 60 et quelques %. Et c'est très très grave. Parce que si on ne discute pas dans une famille, il y a forcément des problèmes qui arrivent. Inévitablement. Donc la télévision court-circuite. Le problème, ce n'est pas de savoir si on regarde de la bonne télévision. C'est exactement le même problème. Quand on me dit, par exemple, bah oui, mais quand on regarde des bons programmes, oui, mais c'est comme si on vous disait, bah, faut pas donner du vin aux enfants, de l'alcool aux enfants, mais un Château Pétrus, oui, vous pouvez donner du Château Pétrus à votre enfant. Non, vous ne pouvez pas donner du Château Pétrus à votre enfant. Même si le Château Pétrus est un vin fabuleux, peut-être le meilleur vin du monde, il est hors de question de donner du Château Pétrus à votre enfant. Et même si vous-même, vous en buvez une bouteille tous les jours, tous les soirs, c'est pas bon pour vous, même si c'est du Château Pétrus. C'est très bon le Château Pétrus. Alors, il faut savoir que en 2007, 6 mois avant la crise des subprimes, qui nous a mis dans la situation catastrophique que l'Europe va payer très cher. Ça n'a pas encore commencé. Cette crise des subprimes, elle a éclaté au mois de juillet, enfin fin juillet, début août 2007. 3 mois avant, Julia Score, une sociologue américaine, avait fait une enquête qui révélait que 81% des Américains disaient que la consommation était mauvaise pour eux, pour l'Amérique, pour leurs enfants, etc. 81% des Américains. En Amérique, c'est le pays de la consommation. Nous sommes des rigolos, nous, ici, au point de vue de la consommation. Eh bien, 80% des Américains considèrent que ce n'est pas bon pour eux. Et puis, il y a eu les subprimes, et en 2008, General Motors a perdu 95% de sa valeur. En n'ayant pas voulu comprendre qu'en fait, ce que disaient des consultants depuis déjà un bon moment du marketing, arrêtez de faire des 4x4 qui consomment de la folie, qui pèsent 3 tonnes, qui écrasent tout, qui sont une absurdité et une infantilisation des consommateurs de 4x4, qui souvent achètent des 4x4 50 000 euros ou 70 000 euros, mais qui ne sont pas foutus de payer une école à leur môme. Ce sont devenus les enfants, ces parents-là. La société dans laquelle nous vivons, qui a reposé sur le marketing, nous a infantilisés. Tous, je me mets là-dedans. Et je fais de procès absolument à personne. Mais je dis que maintenant, nous sommes maintenant dans une situation très problématique et il est temps de s'en soucier. Alors, le sujet de mon intervention, ça n'est pourtant pas ça. Le sujet de mon intervention, ça c'était l'introduction. Situation du problème. Le sujet de mon intervention, c'est l'attention. Qu'est-ce que c'est d'abord? L'attention, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais pas simplement au sens où le dit Jeremy Rifkin, à savoir que c'est une marchandise qui se vend très cher aujourd'hui sur le marché, parce que c'est la marchandise qui conditionne l'accès à toutes les autres marchandises et à tous les marchés. L'attention, c'est une chose extrêmement précieuse, parce que c'est la condition de la formation de l'intelligence. Et par ailleurs, l'attention, c'est quelque chose qui se forme. On n'est pas attentif de naissance. Vous avez peut-être entendu parler de Victor, qui a été un enfant trouvé dans l'Aveyron, ce qu'on appelle un enfant sauvage, trouvé par des gens, un curé qui l'a recueilli, et ensuite Itard qui s'est occupé de lui. Bon, Victor n'avait aucune attention.
C'est pas du tout qu'il était un débile, il lui manquait pas de capacité neuronale, etc. Ce qui fait que nous sommes intelligents, c'est pas du tout qu'on a un QI supérieur aux autres. C'est absolument pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est une faculté qui se conquiert, qui se forme, qui d'abord se forme dans la relation qu'on a avec ses proches. Et c'est la capacité à mettre des choses en relation, toutes sortes de choses. Parce qu'il y a toutes sortes de formes d'intelligence. L'intelligence avec un grand I, ça n'existe pas. Les gens qui vous parlent de l'intelligence au sens général, ce sont des menteurs. Il y a toutes sortes de formes d'intelligence. Le chasseur, par exemple, a une intelligence de son gibier. Sinon, il ne serait pas capable de le chasser. Et pas simplement du gibier, mais du milieu de ce gibier. De son fusil aussi, de la dangerosité de son fusil, etc., etc. De l'adéquation de son fusil à son gibier, enfin, toutes sortes de choses. Ça, c'est une intelligence. Ce n'est pas une intelligence conceptuelle, mais c'est une intelligence extrêmement importante. Si vous vivez dans la toundra et que vous n'avez pas de cette intelligence, vous ne survivrez pas bien longtemps. Regardez un film de Kurosawa, j'oublie le titre, je ne me souviens plus, mais c'est un film formidable, je suis un chasseur de tigres, c'est quelque chose de fabuleux. Dersu Uzala, qui est une merveille. Regardez-le, on fera un jour, on va faire un ciné-club ici, on passera Dersu Uzala, parce que ça, c'est une merveille. Là, vous voyez ce que c'est que l'intelligence d'un chasseur, et là, je parle d'un chasseur qui n'est pas simplement un chasseur du dimanche, mais c'est un chasseur, si je puis dire, professionnel, il vit de la chasse, et il faut écouter tout ce qu'il dit sur ce que c'est que la nature, le tigre, etc., etc. C'est une chose dont je parle souvent avec mon beau-père, la bêtise des écolos qui ne comprennent pas que les chasseurs ne sont pas des ennemis de la nature, mais bien plus des gens qui sont très proches. Alors ça dépend des chasseurs, bien entendu. Quand ce sont des gens qui viennent en 4x4 avec un pistolet mitrailleur, massacrer 32 lapins à la minute, bon, ça j'appelle pas ça des chasseurs, j'appelle ça des barbares. L'agriculteur a une intelligence du végétal, bien évidemment. Une intelligence du temps, je parle du temps météorologique, du rapport entre le minéral et l'organique. Comment cette intelligence est plus ou moins empirique, plus ou moins savante. S'il est allé passer par l'INRA, bon, bah, elle est devenue savante. Il a appris que, mais elle peut être aussi traditionnelle, il l'a appris de ses parents, d'expérience. Il sait que quand on met du fumier dans certains terrains, eh bien ça produit, il ne sait peut-être pas forcément que c'est de l'azote, mais il sait des choses. Il a une intelligence de son terrain. Et peut-être d'ailleurs que si c'est un agriculteur berrichon, il s'en sortira très très mal dans un autre milieu, parce qu'on n'est pas agriculteur comme ça. On n'est pas agriculteur de n'importe où. Le mathématicien, lui, il a une intelligence des rythmes. Ça va vous surprendre, les rythmes. Non, c'est les chiffres, les mathématiciens. Eh bien, au départ, les rythmes, les chiffres, ça sert à calculer des rythmes. C'est pour ça d'ailleurs que la mathématique, c'est au départ la musique. Pour Pythagore, musique et mathématiques, c'est absolument la même chose. C'est en faisant de la musique qu'on a commencé à faire des mathématiques, en fait, à étudier des rapports sur le monocorde pour voir quels sont les rapports entre la longueur de la corde et le son que ça produit, l'harmonie, etc. Et au départ, il n'y a pas de séparation, d'ailleurs, entre mathématiques, musique, poésie, philosophie et même droit. Tout ça est très, très lié au départ. Et puis, les mathématiques évoluent, ça donne l'arithmétique, ça donne la géométrie. Qu'est-ce que c'est que la géométrie? C'est l'intelligence des formes spatiales pures. Qu'est-ce que ça veut dire pure? Eh bien, ça veut dire de l'espace tel qu'on peut le penser dans l'absolu. Autrement dit, les premiers mathématiciens, qui sont au départ des musiciens, des poètes, des philosophes, ce sont ceux qui font l'expérience d'une intelligence d'un type particulier, qui est l'intelligence de la pensée pure, c'est-à-dire de la pensée qui se pense elle-même sans relation immédiate et directe au réel. Et là, cette intelligence porte son attention, parce qu'à chaque fois, ces intelligences sont des formes d'attention. L'agriculteur est attentif au végétal, aussi à l'animal. Le chasseur est attentif à l'animal dans d'autres conditions, etc., etc. Mais là, le mathématicien, il est attentif à un objet qui s'appelle le concept. Un mathématicien produit des concepts. Par exemple, le triangle rectangle, c'est un pur concept. Si, par exemple, puisqu'il y a un tableau, je suis content de ce... Si je vous dessine ça, qu'est-ce que c'est ça? Pardon, Quentin, d'être si mal. Hein? En gros, c'est un triangle rectangle, vous êtes d'accord avec moi? Ben, ce n'est pas du tout un triangle rectangle, évidemment. Ça ne peut pas être un triangle rectangle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pris une équerre, il n'y a pas d'équerre. Mais si je prenais une équerre, je dessinerais avec l'équerre, ça ne serait pas plus que ça, un triangle rectangle.
Parce que si je prenais une loupe, je vous montrerais, ben, c'est pas une ligne ça. Vous voyez bien que c'est pas une ligne, en fait c'est une surface. De loin vous voyez une ligne, mais de près c'est une surface. Et non seulement c'est une surface, mais si je regarde de très près, c'est un volume. Ça représente d'énormes quantités de craie à l'échelle nanométrique, par exemple. D'énormes quantités de craie. C'est du volume. Un concept mathématique, ça n'a rien à voir avec ça. Si vous lisez les éléments d'Euclide, le point géométrique, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est l'intersection de deux lignes. Qu'est-ce que ce sont des lignes? Ce sont des juxtapositions de points. Et les lignes, ce sont des juxtapositions de points qui, quand elles se croisent, quand il y en a au moins trois qui se croisent, forment des surfaces. Par exemple, un triangle. Mais tout ça n'existe pas dans l'espace. L'espace réel n'est pas l'espace du mathématicien. L'espace réel, c'est l'espace du géomètre au sens de l'arpenteur. C'est-à-dire c'est celui qui va servir de la géométrie, mais les concepts des mathématiques, ce sont des concepts qui désignent des réalités idéales. On les appelle comme ça. Les philosophes appellent ça des idéalités. Alors, oh ben oui, c'est ce que disait la servante de Thalès, il regarde dans les étoiles et hop, il ne voit pas le puits, il tombe dedans. À quoi ça sert de faire des mathématiques, dit la servante de Thalès? Eh bien, Thalès lui dit, ça sert à des tas de choses. Par exemple, Thalès, peut-être que vous le savez, avait déjà imaginé la distance qui séparait la Terre de la Lune, avait déjà fait des calculs de ce type-là, avait déjà calculé le nombre de jours qu'il y a dans une année, et ça, c'est très important pour les agriculteurs. Mais pour pouvoir penser ces choses-là, il faut être capable de passer par ce qui n'existe pas dans la réalité, mais qui existe dans l'esprit, et qu'on appelle les idéalités, les idées. C'est une autre forme d'intelligence. Il y a toutes sortes d'autres formes d'intelligence. J'y reviendrai tout à l'heure sur d'autres formes d'intelligence. Il faudrait évidemment parler de tout ça longuement. On le fera peut-être dans la chose dont parlait Patrick tout à l'heure, qui s'appelle l'école de philosophie d'Épineuil, qui n'existe pas encore, mais qui existera bientôt, j'espère, je crois. Quoi qu'il en soit, dans tous ces cas, l'attention, qui est la condition de la formation de formes diverses d'intelligence, parce que le chasseur dont je parlais tout à l'heure est capable d'être attentif à quelque chose, à quoi vous et moi, nous ne sommes pas capables d'être attentifs. C'est pour ça que c'est un chasseur, et un bon chasseur. Enfin, je dis vous et moi. Vous êtes peut-être chasseur, mais moi, je ne le suis pas. L'attention, c'est ce qui permet, par l'observation du présent, c'est-à-dire par l'attention à ce qui se présente en ce moment, par exemple en ce moment où je suis en train de vous parler, en ce moment où Stigler parle, et vous êtes attentif, merci. Par exemple, en faisant attention à ce qui se présente en ce moment dans tel paysage où je décèle une trace d'un animal que je recherche, et que parfois je trouve. Eureka, on dit en grec, j'ai trouvé, Eureka, je tire le lapin. Soit dans ce qu'indique le ciel, par exemple, du temps qu'il fera demain, les agriculteurs doivent regarder le ciel là en ce moment, parce qu'ils savent qu'il a fait beau et chaud, c'est une période où on fait les foins, etc., mais il ne faut pas trop tarder à rentrer le fourrage, ou bien l'humidité de la terre, ou bien l'humidité du grain, parce qu'on ne peut pas moissonner dans n'importe quelle condition, etc. Bref, tout ça, ça peut être aussi des figures qui se présentent à mon esprit, des concepts, et que je vais essayer de représenter par des formalismes de ce type-là, par exemple. Un concept qui est le concept du triangle rectangle, que je vais mettre sur du papier, sur un tableau noir. Tout ça, ces données-là que je recueille dans le présent, qui se présentent à moi en ce moment, eh bien, à partir d'elles, je vais essayer de retrouver des éléments du passé qui vont permettre de les caractériser, ces données. Ces éléments du passé, de mon passé, ils s'appellent mon expérience. Un chasseur a de l'expérience, un agriculteur a de l'expérience, une maman a de l'expérience, de son enfant, de toutes sortes de choses, et un mathématicien a de l'expérience. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, je peux, sachant des choses du passé de mon expérience, et sachant que dans le présent actuel, donc, il y a des données, je peux en inférer, comme on dit, ou en déduire une conséquence. Ce qu'on appelle, en philosophie, un schéma de causalité. Quand on est capable d'identifier, par exemple, dans le présent et à partir d'un passé qu'on a acquis, des schémas de causalité parce qu'on a un concept formel qui nous permet de dire quand A, alors B, parfois dans certaines situations de manière absolument certaine. Par exemple, quand 2 est 2, alors 4. Ça, c'est absolument certain. Quand
nuages noirs dans le ciel, alors pas toujours pluie. Souvent et la plupart du temps, pluie, mais pas toujours. Il y a un très beau roman que ma femme m'a fait lire, qui s'appelle, comment ça s'appelle ? L'arrière-saison, qui commence par une histoire d'orage qui n'éclate jamais. Bon. Le savoir, c'est ce qui va distinguer des situations où, dans certains cas, je suis attentif, j'ai une expérience, j'en peux en déduire qu'à tous les coups, parce que j'ai un concept, j'ai un schéma de causalité, ça s'appelle une science. La science astronomique, la science physique, la science chimique sont capables de décrire des modèles de cause, de causalité, qui s'appliquent dans tous les cas. Puis il y a d'autres cas où c'est plus du savoir empirique, c'est-à-dire, il devrait se passer ça, mais ça ne se passe pas forcément, etc., etc. Quoi qu'il en soit, il y a des éléments du passé que j'ai retenus de mon passé, alors que ce que j'ai appris de mon expérience passée, et puis, à partir de là, en projetant mon passé dans le présent actuel, eh ben, je peux anticiper un avenir. Un avenir qui peut être extrêmement court terme. Le lièvre va sortir de son gîte dans les 3 minutes qui viennent, par exemple. Ça peut être aussi un avenir à très long terme. Dans 4 milliards d'années, je ne sais plus comment il s'appelle, Reeves, le Soleil se sera éteint, par exemple. Ça, c'est l'astrophysique qui le dit. Bon. Donc, je pense qu'on peut considérer, grosso modo, c'est à peu près acquis. Est-ce que le climat se réchauffe ou pas? Ça, c'est une question sur laquelle il y a toutes sortes de discussions actuellement. Il y a des sciences qui sont expérimentales et qui ne sont pas pures. La science pure, en fait, c'est la mathématique. La seule science absolument pure, c'est la mathématique. Même en physique, tout n'est pas absolument pur. Par exemple, en nanophysique, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, il y a des techniques qui interviennent entre le physicien et le phénomène scientifique qu'il observe qui font qu'on ne peut pas dire que la nanophysique soit une science pure. Quoi qu'il en soit, l'attention, c'est ce qui me permet, par l'appréhension du présent, d'y retrouver des éléments de mon passé et d'un passé que l'on m'a appris ou que j'ai adopté. Par exemple, le passé d'Euclide. Eh oui, Euclide. Qui est Euclide? Philosophe grec de 3e siècle avant Jésus-Christ, hein, celui qui a écrit les éléments. Ce qu'on nous apprend tous à l'école. On a tous, nous, appris les éléments d'Euclide. On s'en souvient peut-être pas, mais c'était le programme de Jules Ferry. Et tout le monde doit savoir ce que c'est que les éléments d'Euclide. Pour pouvoir apprendre les éléments d'Euclide, nous expliquent les bons instituteurs et les mathématiciens, et les profs de maths, les philosophes, etc., il faut repasser par l'expérience d'Euclide. Il faut refaire l'expérience d'Euclide. Les éléments d'Euclide, ce qu'on vous demande, c'est pas du tout... Alors, les éléments d'Euclide, c'est pas un bon exemple, en réalité, parce que les éléments d'Euclide, ce sont des axiomes. Ça, c'est plutôt réservé à une mathématique assez complexe. Mais disons plutôt, par exemple, le fameux théorème de Thalès, le premier, c'est Thalès qui a fondé la géométrie, le premier à avoir formulé un théorème, c'est-à-dire des concepts purs pour décrire une entité qui s'appelle le triangle isocèle. Quand on vous demande à l'école d'apprendre la géométrie de Thalès, on ne vous demande pas d'apprendre à dire, à formuler le théorème de Thalès. On vous demande de le démontrer. Que vous sachiez le rabâcher comme un canard savant, comme un ménate savant plutôt, ou comme un singe savant, ça n'a aucun rapport avec les mathématiques. Ça vous permet de faire semblant de savoir quelque chose, éventuellement. Ça vous permet peut-être d'aller répondre à question pour un champion. Mais ça, c'est le genre de question qu'on pose dans question pour un champion. Dites-nous le théorème de Thalès. Sauf que le problème, ce n'est pas de rabâcher comme un perroquet le théorème de Thalès, c'est d'être capable de le démontrer. Et de le démontrer, ça veut dire d'en faire l'expérience, ça veut dire de le vivre. Et en vivant ce théorème de Thalès, de s'éblouir de la beauté, de la clarté, de l'évidence géométrique. Voilà. Ça, c'est ça que voulait Jules Ferry. Quand il disait « je veux que tous les mômes de toute la France », à l'époque, il y avait... La plupart des enfants, c'était des petits paysans qui allaient encore presque pieds nus, qui travaillaient dans les champs, etc. Bon. Et d'un seul coup, Jules Ferry a dit tous ces petits mômes-là, ils ont le droit à savoir qui est Thalès. Tout le monde disait il est fou, ce type. Il était fou, mais en très peu de temps, il a convaincu le monde. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ça, c'est apprendre à raisonner mathématiquement. Et ça, on n'y apprend pas tout seul par pure expérience. Il faut un maître. Instituteur, prof de maths, philosophe, ce que vous voulez, mais il faut un maître. On ne le reçoit pas comme ça. Il y a des phénomènes tout à fait exceptionnels de gens qui arrivent à retrouver tout seuls. Bon, ça existe. Ce sont des cas tout à fait à part. Ce n'est pas du tout la règle. En général, il faut pour ça un enseignement.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'intelligence, c'est en fait une formation de l'attention. Les modèles attentionnels, il y en a toutes sortes. Il y en a qui sont très empiriques, il y en a qui sont empiriques et relativement conceptuels néanmoins. Il y en a qui sont absolument purement conceptuels. Quand ils sont purement conceptuels, ça suppose de passer par un système qui va m'apprendre toute l'histoire des concepts qui permettent aujourd'hui, par exemple, de faire ce qu'on fait en mathématiques, qui sont des mathématiques absolument incroyablement différentes de l'époque d'Euclide. Et a fortiori de Thalès. Thalès, c'est 4 siècles avant Euclide. Mais on ne peut pas, par exemple, faire des mathématiques contemporaines, qui servent à faire des nanotechnologies, etc., si on ne commence pas par Thalès. C'est absolument impossible. Donc il y a des formes de savoir qui sont des savoirs cumulatifs, qui supposent qu'on a fait tout un cheminement, et ce cheminement, eh bien, il consiste à intérioriser ce que je vais appeler maintenant, pardonnez-moi, c'est un terme un peu technique, vous direz peut-être savant, pour moi ce n'est pas un terme savant, il n'y a que des termes savants. Et c'est tant qu'on ne les sait pas qu'ils apparaissent savants, quand on les sait, ils apparaissent ordinaires. Et un terme que je vais employer maintenant, c'est le terme de rétention. Vous m'écoutez, je vous en remercie beaucoup, vous êtes attentif apparemment, vous avez l'air très attentif, et que vous le vouliez ou non, pour être attentif, vous essayez de retenir ce que je dis. Cette opération de retenir ce que je dis, un philosophe allemand qui s'appelle Husserl a appelé ça la rétention, retenir. Il y a des choses que les sociétés essayent de retenir à tout prix. Par exemple, l'école d'Épineuil. On essaye de faire qu'elle ne disparaisse pas, qu'elle ne soit pas vendue pour devenir un hôtel, un restaurant, une résidence secondaire ou je ne sais quoi. On veut la retenir, ça fait partie du patrimoine. Il y a aussi des choses qu'on veut retenir, comme par exemple l'expérience de Thalès. On veut la retenir, cette expérience de Thalès. Parce qu'on considère que c'est un acquis absolument capital et qu'il n'est pas question simplement de la retenir dans les livres, mais il faut la transmettre et la retenir dans les cerveaux de tout un chacun. Il faut que ça passe dans le cerveau des gens. Et que ça devienne des rétentions psychiques de ces gens-là. Vous savez tous, quand je dis Thalès, le théorème de Thalès, vous vous souvenez peut-être plus du tout de la démonstration, même pas du théorème lui-même, mais peu importe, vous savez qui est Thalès, et si vous réfléchissiez, vous finiriez par le retrouver. Vous avez été constitué par cette rétention. C'est une rétention collective. Il y a des rétentions qui sont purement individuelles, il y a des choses que vous retenez, des choses qui vous sont arrivées à vous, uniquement à vous, qui sont même des choses absolument secrètes, que vous ne direz jamais à personne, peut-être même pas à vous-même d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent à nous qu'on n'ose même pas se dire à soi-même, pour 1000 raisons. Il y a des choses intimes, il y a des choses qui aussi appartiennent à une famille, qui n'appartiennent pas à tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'espace privé, puis il y a des choses qui sont absolument communes, ou dans lesquelles on trouve à la fois les tableaux de Picasso, le théorème de Thalès, toutes sortes de choses, qu'on appelle le savoir. Ces choses sont extrêmement précieuses parce que ces choses-là permettent de constituer ce qu'on appelle des civilisations, des cultures. Et ces cultures, elles produisent des modèles attentionnels, des formes d'attention. Une rétention, c'est ce qui, en se projetant vers l'avenir, vers le futur, c'est-à-dire vers ce que Husserl appelle une protension comme une projection, on se projette dans l'avenir avec des rétentions qu'on a, c'est-à-dire une expérience qu'on a, on se projette dans le futur. Pourquoi ? C'est facile à comprendre, hein. Vous savez peut-être que les Égyptiens, qui sont les inventeurs de l'écriture, sont aussi ceux qui ont inventé le calendrier. Au départ, c'était les éphémérides. Les Égyptiens, d'ailleurs, ont un peu inventé le calendrier par hasard. Enfin, je dis par hasard, j'exagère un peu, mais ce n'est pas par hasard. Mais au départ, ils étaient astrologues, ils n'étaient pas astronomes. Ils s'intéressaient à ce qui se passait dans les étoiles parce qu'ils croyaient que les étoiles étaient des dieux et qu'ils pratiquaient, comme les Mésopotamiens d'ailleurs, en observant les étoiles, ils pratiquaient la divination. Et puis ils ont noté, parce qu'ils ont inventé l'écriture, ils ont noté le mouvement des étoiles. Et petit à petit, ils se sont aperçus que ce mouvement des étoiles était régulier. Ils ont découvert, d'abord ils ont décrit la carte astronomique du ciel de l'Égypte. Et puis finalement, ils ont découvert des régularités qui ont abouti au calendrier égyptien. Or, c'est très important, parce que ce calendrier égyptien, qu'est-ce qu'il a permis ? Eh bien, il a permis d'anticiper les crues du Nil. Vous savez qu'il y a une catastrophe terrible qui se passe tous les ans, moins maintenant, mais parce que c'est une vallée totalement techniquement irriguée et contrôlée, mais il y avait une catastrophe qui était la crue du Nil, qui prend sa source très haut dans les montagnes et qui, tous les ans, déversait sur son passage
des milliards de mètres cubes d'eau et qui emportait absolument tout, les troupeaux, les hommes, les cultures, etc., jusqu'au jour où il a été possible d'anticiper ces crues. Et à partir du moment où on a été capable de les anticiper, c'est devenu la chance de l'Égypte. C'est comme ça que l'Égypte est devenue, avec la Chine, contemporaine de l'Égypte, le plus grand et le premier grand empire, véritablement, même s'il y a eu un empire avant l'Égypte, un peu mystérieux, de l'Afrique noire, qui a disparu. Alors, l'attention, qu'est-ce que c'est? Je le note comme ça. Attention égale rétention dans le rapport aux protensions. Voilà. Vous m'écoutez, merci, c'est très aimable. Vous êtes attentif parce que vous attendez quelque chose. Attention, c'est un substantif qui vient d'un verbe. Le verbe s'appelle attendre. Vous attendez quelque chose. Si vous n'attendiez rien, vous ne seriez pas venu. Alors qu'est-ce que vous attendez? Ça, vous ne le savez peut-être pas. Et moi non plus. Mais vous attendez quelque chose. Peut-être d'ailleurs tout le monde attend la même chose. Il y a un psychanalyste français très connu qui s'appelle Jacques Lacan qui dit oui, tout le monde attend la même chose. Das Ding, ça se dit en allemand, la chose. Bon, c'est un grand mystère. Le christianisme dit nous attendons tous la même chose, à savoir la réalisation de la parole de Dieu. Il n'existe aucune société qui ne pose pas des modèles de projection de ce que l'on attend, des horizons d'attente. Il y a eu des horizons d'attente absolument catastrophiques. Il y a d'ailleurs des horizons d'attente absolument formidables, le christianisme, qui deviennent catastrophiques, l'Inquisition ou l'antisémitisme, qui est d'abord une production du christianisme. Il y a des choses extrêmement généreuses, on va tout donner à tout le monde, qui se transforment en goulag, etc. Après, je ne vais pas vous... Il y a la Révolution française, qui est une chose magnifique, dont je vais vous reparler, mais qui se transforme en massacre et en honte de l'histoire française, etc., etc. La réalité est très compliquée. Quoi qu'il en soit, quand je suis attentif, je guette comme un chasseur. D'ailleurs, Platon, le grand philosophe, fondateur de la philosophie, dit toujours un philosophe est un chasseur. Je guette dans le présent quelque chose à quoi je m'attends, parfois sans savoir que je m'y attends. Parce qu'il y a des choses auxquelles je m'attends, mais que j'ai refoulées dans mon histoire, ou qui sont enfouies au fond de ma mémoire, et je ne sais pas exactement ce que j'attends. J'attends quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est ce que j'appelle moi l'attente de l'inattendu. Quand vous lisez un livre, par exemple, qui vous plaît beaucoup, ou quand vous regardez un film qui vous explose la tête, si vous lisez ce livre, par exemple, qui vous plaît beaucoup, vous dites « Ah, mais c'est formidable, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu dire ». Alors pourquoi vous ne l'aviez pas dit? C'est parce que vous n'étiez pas capable de le dire. Vous vouliez le dire, vous attendiez ça, mais vous n'étiez pas capable de le dire. Il vous fallait Marcel Proust, Molière, Voltaire, ou peut-être Tintin même, peut-être. Elsa, ma fille, lit beaucoup Tintin en ce moment. Moi, je n'ai jamais trouvé Tintin extraordinaire, mais il y a sûrement quelque chose de très bien, parce que tout le monde aime Tintin, sauf moi. Si je cherche des champignons, par exemple, parmi des feuilles mortes, dont la couleur se confond avec celle de ces champignons, il me faut une grande expérience pour discerner parmi les feuilles de chêne la courbe d'un chapeau de jeune cèpe, les bords dentelés d'une chanterelle. Chercher des champignons, c'est être attentif à telle courbe, c'est attendre cette courbe, ou cette dentelure, cette frange, que je connais et que je vais tenter de reconnaître. Platon disait, connaître, c'est reconnaître, c'est l'anamnésie. C'est pour ça que Platon dit, la connaissance, c'est avant tout une mémoire. Je la reconnais parce que je l'attends. Si je ne m'attends pas à trouver la chose, éventuellement, je ne la verrai pas. L'inexpérimenté, par exemple, qui ne sait pas attendre au bon moment le cèpe ou le lièvre ou le concept mathématique, il passera devant 3 kilos de cèpes sans les voir. Il dira « il n'y a pas de champignons dans cette forêt ». Un pauvre Parisien qui débarque dans le Berry à la forêt de Tronchet et dont le berrichon adore se moquer. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que l'attention, c'était ça que je voulais dire d'abord, cela se forme. Ça se forme par l'expérience personnelle, ça se forme par l'expérience transmise par les parents, ça se forme par l'expérience instituée par l'instituteur, c'est ce que vous expliquent les panneaux qui sont là de ce musée de l'école, etc., etc. Ça se forme, mais le fait qu'on puisse la former, ça veut dire aussi qu'on peut la déformer. Ça se déforme. Si ça se forme, c'est que ça se déforme. L'attention, c'est ce qui sert
à travers l'attention, à projeter des choses possibles. Soit absolument possibles, c'est-à-dire vraies, quand A, alors B, par exemple, le principe de causalité de Hume, soit relativement possible, quand telle trace, etc., alors probablement lièvre, bon, etc., etc. Et puis c'est aussi ce qui doit normalement définir des choses impossibles. Il y a des choses impossibles. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Ça, tu ne tueras point, bon, mais pas convoiter la femme de ton voisin, bah oui, mais n'empêche que c'est en principe, depuis la Bible, qui date de Thalès, je vous le signale en passant. La Bible, bon, la Bible a été écrite à une époque bien précise. Exactement la même époque que l'époque où Thalès commence à fonder les cités grecques. Parce que Thalès, c'était un géomètre, c'était un poète, c'était un philosophe, et c'est lui qui a fondé les premières cités grecques. C'était ça, les philosophes. À l'époque, ce n'étaient pas des types qui avaient des bureaux planqués rue d'Ulm. Je dis planqués rue d'Ulm, mais il y en a qui étaient planqués rue d'Ulm, mais qui étaient aussi, comme Jean Cavaillès, à qui je déduis cette conférence, des résistants fusillés. Et il y en a eu beaucoup plus que vous n'imaginez. Beaucoup plus. Les philosophes sont des bagarreurs en général. Alors, quoi qu'il en soit, pas tous, mais il y en a certains qui le sont. Quoi qu'il en soit, ça définit les possibles, l'attention, la formation d'attention, ça définit des champs de possibilités et des champs d'impossibilités. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Traîner un animal, un homme à quatre pattes avec une laisse nue, c'est en principe impossible. C'est ce qu'a fait une soldate américaine à Abu Ghraib, vous l'avez vu, ça a été filmé, elle a été depuis condamnée à la prison. C'est une lampiste, parce qu'on l'avait encouragée à faire ça. Mais je vous signale que ce genre de choses, on le voit aujourd'hui à la télévision, c'est organisé par la BBC. Il y a quelques années encore, on vous aurait mis en cabane pour ça. Mais aujourd'hui, c'est la télé qui le fait. Et la BBC, c'est une télé publique. Donc, vous voyez que l'attention, ça se forme et ça se déforme, vous disais-je. Ça peut se déformer, ça peut aller très très loin dans la déformation. Ça peut conduire à Auschwitz d'ailleurs, parce que c'est une forme de déformation de l'attention, à Auschwitz aussi. Ça, c'est un vaste sujet, on pourra en parler longtemps, je ne le ferai pas. Quoi qu'il en soit, essayons de faire une liste de la manière de former son attention. Par l'expérience quotidienne, disais-je. Par l'apprentissage. Par exemple, je vais aller comme arpète chez Fred Bardon. Et donc, je vais apprendre avec un métier en référence à un compagnon, quelque chose, je vais recevoir de quelqu'un. Ce n'est pas ma pure expérience individuelle. À l'école, je vais recevoir de Quentin la formation qu'il donne aux petits. Dans ma famille, une famille, c'est un lieu de formation de l'attention. Mets pas tes doigts dans ton nez, fais pas pipi dans ta culotte, etc. Ça, c'est de la formation de l'attention. Ça commence par là même. D'ailleurs, on ne reçoit pas les petits-enfants à l'école s'ils ne savent pas se retenir de faire pipi et caca dans leur culotte. Bon. C'est pas seulement parce que c'est embêtant pour les instituteurs ou les personnes qui les aident. C'est parce qu'il y a à chacun son boulot. Alors, il y a certainement aujourd'hui des tas d'entreprises qui réfléchissent à comment vous éviter d'avoir à torcher les fesses de votre môme, etc. Bientôt, certainement, on vous proposera des prothèses pour transformer le caca de l'enfant directement au cabinet. Je dis ça parce que comme on vous propose aujourd'hui des services pour qu'on enterre vos morts à votre place, que vous, pour les vacances, on s'occupe de tout, vous n'êtes plus à vous occuper de rien, vous êtes comme ça. Là. Et on détruit tous les savoir-vivre, tous les savoir-faire, toutes les relations de proximité, familiales, filiales, amicales. Un jour, on vous dira, vous ne vous occupez pas du caca et du pipi de vos enfants, on s'en occupe nous-mêmes. Et bien ça sera une catastrophe. C'est déjà malheureusement largement entamé, cette catastrophe. Cela dit, la formation de l'attention, c'est aussi les amis. Avoir des amis, c'est très important. Parce que quand on est adulte, on ne peut plus simplement compter sur papa et maman, sur l'école. On ne va pas à l'école toute sa vie. Bon, même s'il y a des gens qui vont à l'école toute leur vie, moi c'est mon cas, je vais toujours à l'école. Mais bon, on n'a pas toujours que ça à faire en plus. Mais les amis, c'est très important. Les amis vous apprennent des choses. Et on juge entre amis de manière particulière. Et puis il y a des pratiques culturelles, comme on les appelle. Faire de la musique, faire de la peinture. C'est très important de faire de la peinture. Apprendre à regarder. En peignant, on apprend à regarder. Il y a aussi la lecture des journaux.
il y a aussi les médias, le journal télévisé, la télé. Ah ben, on y retourne. On y retourne. Les médias, est-ce qu'on peut développer son attention par les médias? On dit aujourd'hui que les médias dénaturent l'attention, voire qu'ils la déforment et même finalement qu'ils la détruisent. On le dit, je vais y venir, je suis un peu long, ça va? Bon. On a démarré très à la bourre, donc il me reste encore un peu de temps. Cela étant, l'attention, ça n'est pas que ce que je viens de vous dire. L'attention, ça n'est pas que le fait d'être attentif, écouter un type qui parle comme moi, ou être attentif au gibier qui va sortir, ou répéter sa récitation pour que le maître soit content à l'école, et en fait pour toutes sortes d'autres raisons, développer sa capacité de mémoriser, connaître la littérature française. Non, l'attention, tout ça c'est très bien, c'est très 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 important, mais l'attention c'est aussi le fait d'être attentionné. C'est-à-dire de faire attention aux autres, pas simplement aux lièvres, au blé qui pousse, ou au théorème ou au concept mathématique, mais aux autres en tant qu'ils sont des autres, purement des autres, des alter ego, des semblables. Ça commence par la politesse. La politesse est absolument conventionnelle. Ici, si vous ne dites pas bonjour aux gens, quand on dit ce type-là, c'est un barbare. En Corse, par exemple, j'ai beaucoup d'amis en Corse. Moi, je connais bien la Corse. Et je connais aussi beaucoup de continentaux qui sont allés en Corse. Ils m'ont dit que ça s'est très très mal passé. Alors je leur demande, mais t'as dit bonjour aux gens en arrivant? Si en Corse, vous ne commencez pas par dire bonjour, vous êtes foutus. Jamais un Corse vous dira bonjour quand vous arrivez. C'est vous qui arrivez. C'est à vous de dire bonjour. Donc jamais il vous dira. Alors vous direz, bah, il est bégueule et tout. Non, il n'est pas bégueule. C'est la politesse. Quand on arrive, on commence par dire bonjour. Voilà. On souhaite le bonjour à ceux qui ont la gentillesse de nous supporter sur leur territoire. Si vous ne faites pas ça en Corse, ça peut mal finir. Très, très mal finir. Mais si vous le faites, ça peut être fabuleux. Moi, j'ai des amis en Corse. Je sais qu'ils mourraient pour moi. Parce que c'est comme ça, les Corses. Alors, ça s'appelle être attentionné. Mais ces modèles attentionnels, il y en a de toutes sortes. Ils ne sont pas universels. Si vous allez au Japon, ça m'arrive. J'y vais souvent au Japon. J'ai des amis japonais, et ça m'arrive régulièrement de commettre un gros impair. C'est qu'ils viennent me chercher à l'aéroport, ils sont absolument adorables, et je leur tends la main. Les Japonais, il ne faut pas lui tendre la main. Alors comme ils sont extrêmement polis, ils apprennent votre main. Mais au Japon, c'est violent de toucher la main. On ne touche jamais les gens, absolument jamais. Donc les politesses, ce sont des choses qui sont des règles locales, hein, dont Descartes a très très bien parlé. Mais il n'existe aucune société, sauf peut-être la nôtre, sans politesse. Vous pouvez aller chez les Sibériens qui vivent dans des conditions absolument terribles, et des conditions de survie incroyables. Vous pouvez aller au fin fond de l'Amazonie, au milieu des Migales, chez les Nambiquara, etc. Il y a de la politesse. Il n'existe aucune société humaine, c'est-à-dire non inhumaine, qui ne soit pas policée. Qu'est-ce que c'est cette civilité, cette politesse que développent toutes les sociétés? C'est ce qui permet de créer un modèle d'attention qui n'est plus simplement une attention aux choses ou aux concepts, mais une attention aux autres, qui crée des relations, non seulement entre le passé de mon expérience et les possibilités de mon avenir, mais entre mon expérience et l'expérience des autres. Les autres ont de l'expérience, qui n'est pas la mienne. Et ça, c'est extrêmement précieux. Alors, quand on est un peu farouche, et on l'est tous plus ou moins, moi je le suis un peu d'ailleurs, on commence par dire « Oh, l'expérience des autres ». On a une tendance à... Les autres, hein, bon. Entre nous, ça va. Parce qu'il y a plusieurs types d'autres, bien entendu. Il y a les autres, il y a les autres de chez nous, de par chez nous, et puis il y a les vrais autres, les étrangers. Eh oui. C'est compliqué, ça. On rentre dans des trucs compliqués. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, aujourd'hui, parce que ça nous emmènerait à des sujets immenses. La religion, la politique, toutes sortes de choses. Et les énormes problèmes de la mondialisation contemporaine. Quoi qu'il en soit, cette capacité à être attentif aux autres, à être, autrement dit, attentionné. J'arrive avec des fleurs.
je dis bonjour, je demande des nouvelles, et pas simplement comme ça, pour faire plaisir, mais parce que je me soucie vraiment des nouvelles, des enfants, de la maman qui est malade, etc., etc. C'est une capacité à partager, à échanger et à s'associer. Dans associer, il y a société. Vous avez peut-être remarqué. Il y a des associations de loi de 1901, il y a des associés qui sont des associés au sens où ils ont créé une entreprise ensemble, etc. Il y a toutes sortes de formes d'associations. Une église, c'est une association des fidèles. Une cellule du Parti communiste, c'est une autre association, des militants, etc. Il y a des associations plus ou moins forcées, d'ailleurs. On va vous faire rentrer de force dans les jeunesses communistes, hitlériennes, je ne sais pas quoi, l'UNR, comme on disait avant, ou je ne sais quoi. Bon, de force plus ou moins. Parce que votre papa, tout simplement, veut que vous y entriez. Alors, vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Bon, ça, c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui permet de commercer, je prends le mot commercer au sens très large, vendre des rouleaux de printemps comme ici à Épineuil dans le seul commerce qui y reste, et merci à ceux qui l'ont relancé. Deux commerces, oui, pardon. Oui, parce que, non, mais la boulangerie, pour moi, ce n'est pas un commerce, c'est un archi-commerce. S'il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus rien. Bon. Le pain, ce n'est pas du commerce, c'est le corps du Christ, c'est tout ce qu'on veut. Je me raccroche aux branches, je pense. Non. Au filet, oui. Non, mais je parle très sérieusement. J'imagine pas un village sans pain. Bon. Bien que je n'ai pas le droit de manger de pain, d'ailleurs, parce que je suis allergique au pain, mais bon, tant pis pour moi. Mais c'est aussi la faculté d'entreprendre au sens large, d'être entrepreneur au sens où on crée une entreprise, etc., mais d'entreprendre où, bah voilà, on fait l'agile, c'est une entreprise, l'agile. Entreprendre au sens large, ça veut dire faire des choses ensemble. C'est magnifique, ça. Et non seulement c'est magnifique, mais c'est ça, les êtres humains. Les êtres non inhumains, ce sont ceux qui sont capables de faire ça. Ça veut dire être capable de se mettre ensemble parce qu'on n'est pas les mêmes, précisément. Parce que pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'autre? C'est parce que c'est pas moi. Peut-être parce qu'il double ma force musculaire par 2, ça c'est possible. Mais c'est aussi peut-être parce que moi je suis pêcheur, lui il est chasseur. Et moi je ne peux pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Les philosophes s'en sont pris aux sophistes au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, parce que les sophistes disaient on est capable de tout savoir. Et ce philosophe disait méfiez-vous des types qui vous racontent ça c'est du bidon. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être capable de faire du vol à voile, un bon pêcheur, jouer du piano, connaître la philosophie, être un bon prêtre, un bon chef d'État, non, un beau soldat. Non, on a des limites, tout le monde a des limites. Et tant mieux, parce que ça fait de la place aux autres. Mais ces autres sont singuliers, évidemment. Pour être capable de les apprécier, il faut être attentif à ces autres-là. Il faut avoir cette forme d'attention qui s'appelle donc la civilité et qui nous rend capables de rentrer en contact avec eux, de leur apporter quelque chose, de recevoir d'eux quelque chose, d'être prêt à recevoir ce qui est le plus difficile. C'est beaucoup plus facile de donner. C'est beaucoup plus facile de donner 10 € à un mendiant que de recevoir 10 € quand on est un mendiant. Alors là, vous allez dire, il parle beaucoup comme Jésus-Christ. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis un mécréant. Mais je le lis beaucoup, le Christ. Parce que je pense qu'il était quand même intéressant, ce personnage. En réalité, ce que je crois, c'est que si vous n'avez pas de capacité d'attention psychique, c'est-à-dire de concentration, de former une intelligence empirique ou savante, etc., vous ne serez pas capable d'avoir une attention civile. L'un ne va pas sans l'autre. Le petit Victor d'Itard, l'enfant sauvage, bon, il n'arrivait pas à se concentrer psychiquement, mais il était aussi intenable socialement. On ne pouvait pas le socialiser. L'un ne marche pas sans l'autre. Alors, j'avais envie de vous parler longuement, mais je vais raccourcir, parce que je suis trop long et je veux qu'on ait le temps de discuter, donc je vais raccourcir. J'avais envie de vous parler longuement, très longuement, c'était d'ailleurs le principal de mon exposé, mais je ne vais pas le faire. Je le ferai peut-être une autre fois, de l'histoire de l'école. Car nous sommes dans une école ici. L'école, elle vient d'où? Je vais aller très vite, elle vient des Grecs d'abord. Le génie grec, c'est d'avoir créé l'école. Le skoléion, disaient les Grecs. Et ils disaient, les Grecs, on ne peut pas être citoyen si on ne va pas à l'école. Ça, c'est absolument impossible. Alors, il n'y avait pas que des citoyens dans les cités grecques, il y avait des esclaves. Mais d'abord, les esclaves, certains Grecs se battaient pour qu'ils puissent devenir des citoyens. À l'époque, c'était l'économie. L'économie principale, c'était l'économie de l'esclavage. On allait chercher de la ressource humaine, si je puis dire,
derrière les montagnes, de l'autre côté des rives, etc. Et on allait capturer des esclaves. Bon, il y en avait qui étaient enchaînés, hein, la preuve, vous le savez, qui vivaient dans des conditions absolument abominables, à côté du Vésuve, hein, comment ça s'appelle, là où il y a, à Pompéi, bon, il y avait des esclaves enchaînés qui ont été brûlés, conservés d'ailleurs dans la lave, parce qu'ils étaient enchaînés. Donc il y avait des esclaves très très maltraités. Il y avait aussi des esclaves plutôt pas trop maltraités. Ils étaient des proches même des citoyens. Bon, bref, en tout cas, ça commence dans l'école grecque, ça devient l'école romaine. Et puis finalement, ça disparaît en grande partie avec la décadence de l'Empire romain et le Haut Moyen-Âge. Tout le monde a entendu parler de Charlemagne qui va essayer de réintroduire l'obligation d'apprendre à lire, pas du tout pour tout le monde, mais pour les clercs, uniquement pour les clercs, qui va reconstituer finalement l'espace d'attention particulière qui se produit que dans la lecture, où on est capable de se concentrer dans le livre. C'est quand même, imaginez un livre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'est que du papier sur lequel il y a des taches. Eh bien, ces papiers sur lesquels il y a des taches, vous pouvez transformer ça en un truc qui est beaucoup mieux qu'une superproduction hollywoodienne. Moi, j'ai lu Flaubert dans des circonstances terribles. J'étais entre 4 murs pendant 5 ans. J'ai lu Flaubert, j'ai lu Proust, j'ai lu Mallarmé. Et je voyais sur les murs de ma cellule se projeter Salammbô, l'extraordinaire aventure antique de Salammbô. Ça n'était que du papier, mais avec mes capacités rétentionnelles, parce que j'avais appris à lire à l'école, grâce à l'école, et que j'avais un peu appris l'histoire, donc je connaissais un petit peu l'histoire antique, etc. J'étais capable projeté dans des choses incroyables. C'est ça la forme de l'attention du livre qui est très très particulière, qui produit une imagination d'un type très particulier. Quoi qu'il en soit, cette pratique de la lecture a régressé pendant des siècles, après la chute de l'Empire romain, puis ensuite elle a été réarmée à peu près à l'époque où d'ailleurs on a bâti l'église d'Épineuil. Où là on commençait à se développer des ordres monacaux, et où l'écriture a recommencé à prendre une place très importante. Et d'ailleurs, ça a aussi donné l'écriture de la musique au XIe siècle, à Arezzo, et toutes sortes d'autres choses. Et puis, il s'est passé la révolution de l'imprimerie. La révolution de l'imprimerie a fait apparaître un moine un peu bagarreur, mauvais coucheur, qui s'appelait Luther, et qui disait « Vous commencez à me fatiguer, vous les évêques, qui vous en mettez plein les poches, au nom de Jésus ». Et il s'est révolté contre le pape. Il a fondé une église qui s'appelait l'église protestante. Et il a dit, mais maintenant, pourquoi passer par les curés pour interpréter la vie de Jésus? Interprétez-la vous-même. Vous pouvez avoir la Bible chez vous. Ça ne vaut plus rien. Et en plus, je l'ai traduite en allemand, c'est-à-dire en langue vulgaire. C'est plus en latin. Donc, discutez avec Jésus directement. Ne passez plus par ces gens qui vous sucent le sang. Je ne dis pas du tout que les prêtres sont des gens qui sucent le sang, mais c'est Luther qui dit ça. Lui-même devenant un prêtre, mais il devient un pasteur. Si je parle de Luther, c'est parce que Luther va créer l'école protestante. Et ça, c'est très important. Il va créer une école pour tous les fidèles. Et à ce moment-là, il y a un type qui s'appelle Ignace de Loyola, qui vient d'Espagne, qui écrit au pape en disant « Ma sainteté, méfiez-vous de cette église protestante. Il faudrait peut-être commencer à réagir. Et moi, je vous fais une proposition, sainteté. Je vais créer un nouvel ordre. Il va s'appeler l'ordre jésuite. Et on va créer des écoles partout dans le monde. On va missionner des jésuites, ça va s'appeler les missionnaires, et on va aller porter la parole sacrée partout dans le monde. Et ils vont le faire. Parfois en accompagnant les conquistadors qui exterminent les 10 millions d'Indiens d'Amérique latine, par exemple, qui ont été exterminés par les conquistadors, tués en partie par la maladie, mais beaucoup aussi par les halbardes. Mais parfois, ils vont prendre leur défense. Par exemple, Vieira, qui était un très très grand jésuite portugais, a fait toute une démarche auprès du roi du Portugal pour interrompre ces massacres indiens et pour arriver à les protéger en disant « ce sont des créatures du Christ, ce sont des semblables, et il faut... » Voilà, c'est très compliqué. Hein. Tout est toujours très compliqué. Jamais simple. Il n'y a jamais des purs méchants. Enfin, il y en a des purs méchants, mais c'est extrêmement rare.
Il n'y a jamais de pur gentil, ça je peux vous dire, même Jésus n'est pas. Même Jésus. C'est ça qu'il nous dit. C'est pour ça qu'il est important. Alors, il va y avoir à un moment donné, au XIXe siècle, qui passe par les Lumières, c'est-à-dire par ceux qui sont à l'origine de la Révolution française. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, vous savez ce que dit Gavroche. Bon, c'est évidemment du roman, mais il va se passer que au XVIIIe siècle vont apparaître, après ce qu'on appelle la République des lettres. La République des lettres, ça commence avec l'imprimerie en réalité. C'est ce qui fait que petit à petit, il y a des gens qui ne sont pas des clercs, qui ne sont pas patentés, ils n'ont pas prononcé leurs vœux, ils sont même pas nobles. Des bourgeois, des roturiers, des manants, qui ne parlent que la langue vulgaire, ils ne connaissent pas un mot de latin, pas un mot de grec, et bien ils se mettent à apprendre des choses, parce que les livres circulent. Ils se mettent à acheter des livres, ils se mettent même à en écrire. Et alors là, il y a quelque chose qui se déploie de nouveau, qu'on appelle la République des lettres, qui est une espèce de contre-pouvoir qui va en fait renverser la monarchie. Dans le monde entier, enfin dans toute l'Europe en tout cas, dans toute l'Europe occidentale. Ça va de Catherine de Russie jusqu'à l'Angleterre, en passant par la France et l'Allemagne en particulier. Et là, il y a des gens qui vont commencer à dire, en France Condorcet, en Allemagne Kant, etc. Tout le monde doit aller à l'école. Et cette école ne doit pas être l'école dogmatique de l'Église. Il y a des écoles, bravo, Kant le dit, Kant c'est un croyant. Et beaucoup de ces gens, ces aufklärers, ce sont des croyants. Pas tous. Diderot, c'est un mécréant absolu. Mais ils disent, ne mélangeons pas tout. Ils disent ça parce qu'ils sont passés par quoi? Copernic, XVIe siècle, qui dit, mais c'est pas du tout le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne. En apparence, le Soleil tourne autour de nous, vous êtes bien d'accord. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Mais oui, mais il faut aller à l'école pour apprendre que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Mais si vous n'allez pas à l'école, vous ne le découvrirez jamais tout seul. Ça, c'est pas possible. Il faut hériter de milliers d'années de culture pour être capable, comme Copernic, d'arriver finalement à cette conclusion que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil que le contraire. Et ensuite, il faut un système scolaire pour apprendre à tous les enfants que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Et ça, c'est très important. Vous allez me dire à quoi ça sert de savoir. C'est très important, je vais y revenir. C'est très important de savoir ça. Par ailleurs, ensuite, va arriver un type qui s'appelle Galilée, qui va dire, à partir de Copernic, il faut réviser entièrement les mathématiques et toute l'astrophysique. Enfin, toute l'astronomie, on appelle à l'époque. Il va complètement bouleverser, il va être à l'origine de l'algèbre, il va être à l'origine de toutes sortes de choses, et il va conduire à un troisième larron, un siècle plus tard, tout ça c'est 16e, 17e, 18e, qui s'appelle Newton, la fameuse pomme. Bon, ça c'est l'image de la pomme, mais qui est une image ridicule. Newton, c'est un philosophe. On dit c'est un physicien, c'est un philosophe. À cette époque-là, tous ces gens-là sont des philosophes. Il n'y a pas de séparation à cette époque-là entre philosophie, physique, mathématiques, religion d'ailleurs. Ils sont tous clairs, ils sont tous religieux au départ, enfin, plus ou moins. Copernic, c'était un religieux. Et à un moment donné, un problème se pose, c'est qu'il se retrouve en contradiction avec les Écritures, c'est-à-dire avec la révélation. Et il va y avoir un conflit qui va s'opérer. Ce conflit va conduire à la philosophie des Lumières, au XVIIIe siècle, qui va dire « séparons la science et la religion ». On ne peut pas dire « opposons ». Il va y en avoir qui disent « au nom de la science, Dieu n'existe pas », etc. Diderot, par exemple. Ce sont des athées. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça. Kant dit « ce sont des questions absolument différentes ». Et au lieu de chercher à vouloir maintenir le dogme, parce qu'il est allé loin, comme je vous signale que Galilée a été condamné à vie par le pape. Alors, il n'a pas été emprisonné, mais enfin, il est mort quand même dans une résidence, il n'avait plus le droit de rencontrer personne. Enfin, il y avait quand même des gens qui venaient le voir, d'ailleurs beaucoup de religieux, qu'il considérait comme la personne la plus importante de l'époque. Mais bon, ce sont des grands conflits. À un moment donné, ce conflit se traduit au XIXe siècle par l'école de Jules Ferry, dans laquelle nous sommes, enfin là-bas. Troisième République, c'est ça. Alain Fournier, c'est l'école de la Troisième République. 1880, l'école est gratuite. 1882, elle est obligatoire. Désormais, tout enfant doit aller à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout enfant doit aller à l'école, et si tu n'y vas pas,
c'est ce que me disait ma mère quand j'étais petit, on t'enverra les gendarmes. Mais c'est Jules Ferry qui disait ça. Et au départ, il ne le disait pas aux enfants, il le disait aux parents. Parce que les parents ne voulaient pas envoyer les enfants. Ils avaient besoin des enfants pour travailler. C'était la principale force de travail. Accessoire, disons. Disponible, ce qui faisait le volant de sécurité. Et donc, on avait besoin des enfants dans les campagnes. C'est pour ça qu'on a eu pendant très longtemps 3 mois de vacances. C'est pas parce que les syndicats d'enseignants ne voulaient rien foutre. C'est parce que les paysans ne voulaient pas qu'on les prive de leurs gamins. Et qu'à cette époque-là, ça commence. Moi, quand j'étais petit, la vacance commençait au début juin. Et elle se terminait au 15 septembre. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi, dans ma ville de Parisien que j'étais. Mais quand j'étais petit, il y avait encore des gens qui ramassaient les foins à la fourche, etc. Et ben, on était bien contents d'avoir les enfants pour faire ça. Il y a eu des conflits, mais finalement, tout le monde a accepté très vite. Très, très vite. Un argument qu'a utilisé le filou qui était Jules Ferry, c'est de dire, si les Prussiens ont gagné la guerre de 70, c'est parce qu'ils ont une meilleure école que nous. Et donc, ces soldats étaient très bien formés, ce qui était vrai, très bien formés, très intelligents, beaucoup plus intelligents que les soldats français, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est pour ça qu'ils ont gagné? C'est pas sûr. Mais du coup, il a fédéré la nation derrière lui en disant, bon, allez hop, tout le monde boulot, parce que 14, on savait bien que ça allait revenir, la guerre. Tout le monde a envoyé les mômes à l'école. Qu'est-ce que ça voulait dire? 5 jours par semaine, 6 heures par jour. C'était ça, hein, ça a commencé comme ça. D'un seul coup, 30 heures par semaine à l'école. Et de l'argent qu'il fallait pour ça. Vous vous rendez compte, tout cet argent que l'État a dû mettre? Une masse énorme d'argent que l'État a sacrifié. Beaucoup de gens disaient c'est de l'argent foutu en l'air. D'autres disaient c'est de l'argent pour endoctriner les enfants contre l'Église. Parce que c'était, il n'y a pas de doute que c'était un anticlérical, Jules Ferry. Et qu'il y avait une lutte contre l'Église qui monopolisait la formation des enfants. Ça n'est pas que ça. Il y a évidemment ça, mais ça n'est pas que ça. Il a aussi créé l'école pratique de hautes études, il a créé toutes sortes de choses. Et en fait, ça a été la modernisation française, parce que c'était ça l'enjeu. À partir de là, qu'est-ce qu'on faisait à l'école? On apprenait à faire attention. L'école, c'est l'endroit où on apprend à faire attention. D'abord, on apprend à rester assis. Là, vous êtes très aimablement, je n'arrête pas de vous remercier parce que j'ai peur de vous ennuyer. Assis, comme ça fait déjà plus d'1 heure que vous êtes assis, 1h20. Silencieux. Ça n'a peut-être pas duré. Si je continuais comme ça pendant 8 heures, peut-être qu'au bout d'un certain temps. Mais si vous lisez Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, il vous expliquera que ça, vous ne l'avez même pas 5 minutes en Amazonie. D'abord parce que les gens ne s'asseyent pas sur des chaises, ils s'asseyent par terre. Et ils sont absolument incapables de rester silencieux pendant plus de 5 minutes. Sauf dans des cas très particuliers qui sont des scènes rituelles. Alors là, oui. Dans des processus rituels qui sont des scènes de magie, oui. Mais c'est une autre façon de produire de l'attention. C'est le modèle que j'appellerais très massivement chamanique. Le chaman, c'est un producteur d'attention. Il y a toutes sortes de chamans. Hein. Les Indiens, je parle des Indiens d'Amérique du Nord, les Amérindiens, ce sont de fabuleux chamans, qui ont une culture inouïe, sans écriture, mais inouïe. Alors, cela étant, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? À rester assis et silencieux d'abord. Ça, c'est la première année. C'est ça qu'on apprend. Et ce n'est pas le plus facile pour les instituteurs. On l'apprend d'ailleurs à la maternelle. Parce que ce qu'on veut, c'est que les mômes qui arrivent à l'école élémentaire, on n'est plus à faire ça, parce que l'école élémentaire, il faut leur apprendre à bien former les lettres, à faire attention à bien former ces lettres. Ça, c'est très, très important. C'est très important parce que ça développe une certaine attention motrice sur laquelle il ne peut pas y avoir d'attention psychique et sociale. Je vais accélérer, j'avais plein de choses à vous dire sur ce sujet, je passe. Je passe pour vous dire que maintenant, en 2004, une revue américaine s'appelle Pediatrics, c'est-à-dire c'est la revue nationale de pédiatrie des États-Unis, a publié un article qui a fait couler pas mal d'encre à l'époque, d'une grande équipe de l'Université de Washington, dirigée par Frédéric Zimmerman et Constantin Christakis, Dimitri Christakis, qui sont 2 grands pédopsychiatres américains, et qui ont dit, voilà, nous souffrons aux États-Unis d'un mal chronique, the Attention Deficit Disorder. Les enfants américains ont de plus en plus de mal à être attentifs, ce qui se transforme d'ailleurs généralement en hyperactivity, l'hyperactivité. Vous dites oui, et vous savez qu'il n'y a pas qu'en Amérique que ça existe. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré des universitaires américains qui m'ont dit, dans nos étudiants, 30% de nos étudiants, qui
sont des étudiants de haut niveau, prennent de la Ritaline et du Prozac. La Ritaline est un dérivé de la cocaïne qui a des effets dépressifs, et donc on donne du Prozac comme antidépresseur pour compenser les effets intoxicants de la Ritaline. Et je connais personnellement une femme qui s'appelle Catherine Hales, qui était professeure de littérature anglaise à l'université de Los Angeles, maintenant elle est dans une autre université, qui a écrit un livre qui est consacré à ses propres étudiants. L'université de Los Angeles est une très très bonne université. On ne rentre pas à l'université de Los Angeles comme ça. Eh bien, elle a constaté qu'elle n'arrivait plus à capter leur attention longuement sur un texte de Faulkner, par exemple. Et elle en est arrivée à la conclusion que leur cerveau n'était pas fait comme le sien. Alors, est-ce que leur cerveau n'est pas fait comme le sien? Eh bien, je réponds tout de suite oui. D'ailleurs, votre cerveau n'est pas fait comme le cerveau de vos parents. Parce qu'un cerveau, le cerveau, c'est un organe très particulier, à la différence du foie, du cœur et de tous les autres organes, du pied, de l'oreille, etc. Il se transforme en permanence. Et non seulement il se transforme en permanence, comme chez les animaux, jusqu'à un certain âge. Vous savez, on vous dit, si vous adoptez un chien-loup en particulier, ne le prenez-le tout petit, parce qu'après c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain âge, il ne peut plus rien apprendre. Donc il reste fixé sur des choses. Il n'a plus de plasticité cérébrale. Nous pouvons apprendre jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à 90, 100 ans, on peut apprendre des choses. Moi, je connais des gens qui ont 100 ans qui apprennent des choses, et des choses extrêmement compliquées. Yehudi Menuhin a fait parler de lui en expliquant comment il travaillait son violon et comment il s'est maintenu en forme, jeune, pendant très très longtemps, parce qu'il travaillait 4 heures, 5 heures par jour, à apprendre des choses avec son violon, pas à répéter des choses avec son violon, à apprendre des choses avec son violon. Le cerveau est un organe absolument plastique. Plastique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se reconfigure en permanence. Et non seulement ça, alors ça c'est vrai du cerveau humain comme de tout cerveau de n'importe quel animal qui a un système nerveux. Au début, à la naissance d'un animal, quand il est expulsé du ventre maternel ou qu'il sort de son œuf, son cerveau, c'est un dispositif de connexion neuronale extrêmement nombreuse. Des milliards de connexions neuronales qui sont développées. Et comment est-ce qu'il apprend des choses? Eh bien, en supprimant des connexions. On croit que c'est en créant des nouvelles connexions, pas du tout. C'est en supprimant. Il fait de ce qu'on appelle dans la théorie neurologique de l'élagage. Il coupe. Parce qu'en fait, il coupe des branches pour tracer des chemins. C'est ce qu'on appelle en anglais le pruning process. Ça veut dire pruning, ça veut dire couper les pruniers. Hein. Et en français, le frayage, on appelle ça. On fraye comme un forestier va frayer un chemin dans la forêt. Ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers frayages sont indélébiles et ils conditionnent les autres frayages. Une expérience très connue consiste à prendre un petit chat qui vient de sortir du ventre de sa mère, à l'enfermer pendant 1 semaine ou 10 jours dans une boîte où il n'y a que des rayures horizontales. Et quand vous le ressortez ensuite, il ne voit plus les verticales. Il ne les verra jamais. Ces circuits neuronaux se sont tracés d'une telle manière qu'il a éliminé la capacité à percevoir les verticales. Et donc il est handicapé, il ne survivra pas dans la vie. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que Zimmerman et Christakis avaient fait l'hypothèse, en 2004, dans Pediatrics, que quand les enfants sont exposés avant 5 ans aux médias audiovisuels, ça a des effets sur leur cerveau qui sont indélébiles. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, 40% des bébés d'1 an regardent la télévision, les jeux vidéo et les DVD. 90% des enfants de 3 ans. Or, les chiffres, les données qui ont été avancées par ce laboratoire, c'est qu'en dessous de 5 ans, ça a forcément des effets sur l'organisation synaptique, ce qu'on appelle la synaptogenèse du cerveau. Et ça se traduit en général à partir de 7 ans par des symptômes de déficit attentionnel, d'hyperactivité, etc. La CAF, la Caisse d'allocation familiale française, a fait une enquête pareille, pas sur les enfants, cette fois-ci sur les adolescents, et pour montrer que plus ils regardent la télé, moins ils vont à l'université. Un institut allemand de criminologie a montré, l'Institut de Hambourg, que plus les enfants ont téléviseurs dans la maison, plus ils passent à l'acte de la délinquance juvénile, etc., etc. Comprenez-moi bien, je ne dis pas ça contre les télévisions, et je ne dis pas ça pour vous culpabiliser si vous regardez la télé ou si vous avez des enfants qui regardent la télé. Moi, j'ai regardé la télé toute ma jeunesse. J'ai élevé mes enfants, mes premiers enfants, pas ceux-là, mes enfants avec la télé. On l'a tous fait, comme on a tous fumé du tabac, comme on a tous roulé à 200 à l'heure sur les routes, au risque de massacrer les gens, au risque d'attraper un cancer et d'être obligé de faire payer la Sécu une autre maladie, etc. etc. Ben, on a tous fait des bêtises. C'est la vie, ça s'appelle l'expérience. Mais un jour, quand on en prend conscience, il faut arrêter de faire des bêtises.
Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut interdire la télévision. Un livre m'a demandé est-ce qu'il faut interdire les écrans. Je suis absolument contre cette idée-là. Mais en revanche, je pense qu'il faut absolument changer cette situation. Cette situation qui crée une situation de danger public. Aujourd'hui, les enfants sont en danger public, en danger psychique, en danger d'incivilité. On les envoie en cabane d'ailleurs en les culpabilisant alors qu'ils ne sont que des victimes de notre renonciation à les éduquer. Et par ailleurs, quand on est prof, on ne peut plus faire son travail. Ça n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un gamin qui passe 10h30 par jour devant les médias soit attentif à l'université de Los Angeles? C'est pas possible. Parce qu'il y a des limites à la capacité de la concentration. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Je ne vous en parlerai pas, parce qu'il faut qu'on ait le temps de discuter, donc je vais m'arrêter. Je dirais simplement qu'à partir de 1920, aux États-Unis, des économistes et aussi un type qui s'appelait Edward Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, ont compris qu'avec le développement industriel américain foudroyant, qui allait se mettre en œuvre grâce à l'application du taylorisme et de ce qu'on a appelé ensuite le fordisme, il y allait y avoir des problèmes de surproduction et que donc il fallait capter l'attention de tout le monde pour obliger les gens à consommer de ce dont ils n'ont pas besoin. On n'a pas du tout besoin d'un véhicule à 4 roues qui a des pneus comme ça, qui fait 3 tonnes, qui consomme 20 litres au 100, etc. et qui en plus vous oblige à raquer 500 € par mois. Vous n'avez pas l'argent, donc vous mettez des crédits, vous n'êtes pas solvable, etc. Et hop, ça produit les subprimes, le CO2 et vos mômes qui ne vont même pas à l'école parce que vous n'êtes pas capable de leur donner de l'argent pour y aller. Ça ne peut pas continuer, ça. Mais, on ne va pas spontanément se coller des crédits pareils sur le dos pour acheter ce genre de voiture. C'est parce qu'on est conditionné depuis la plus petite enfance. Une enquête qui a été menée aux États-Unis il y a une vingtaine d'années par le marketing avait montré que, en effet, les enfants, quand on leur bombarde la tête avant 5 ans d'un certain nombre de choses, après c'est indélébile. Eh bien, ils se sont dit, on va faire de la télévision pour les enfants. Et ceux qu'il faut viser avant tout, ce sont les enfants. Mais ils ont détruit les capacités attentionnelles de ces enfants. Ils ont détruit le système de l'éducation, etc., etc. Par ailleurs, ils ont aussi détruit ce qu'on appelle le désir. Et ça a amené les enfants à ne plus rien désirer, à écrire no future, à se shooter, parfois à se suicider. Et donc, il faut que ça cesse. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on peut discuter autant que vous voulez.